La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Appel à projet IDEMO mode d'emploi. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Par ailleurs, la présentation vous sera envoyée par email à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants du jour. Pascal Salvador, Business Developer Manager. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter. Alors, je suis Pascal Salvador. Je fais partie de l'équipe aide, subvention, partenariat. Et donc, je suis à votre service concernant vos projets en lien avec le dispositif IDEMO qui est le sujet du jour. Merci Pascal. Je vous présente maintenant Marie Ramazindraibe. J'arriverai toujours à me tromper sur ta manière de dire ton prénom, ton nom de famille. Je suis absolument confuse. Senior manager chez Heming. Bonjour Marie. Oui, bonjour à tous, bonjour Delphine, bonjour Pascal. Donc moi je suis chez Heming depuis 19 ans maintenant, dans le domaine en fait de l'innovation et j'accompagne depuis tout ce temps nos clients dans le cadre de leurs projets d'innovation, d'investissement, de R&D. Merci Marie. Je vous propose maintenant de découvrir le programme de notre webinaire. Nous vous parlerons du contexte de cet appel à projet, puis nous présenterons comment fonctionne ce dispositif, puis nous partagerons notre premier retour d'expérience sur IDEMO et les facteurs clés de succès. Je laisse maintenant la parole à Pascal pour vous présenter le contexte de IDEMO. Pascal, c'est à toi. Merci. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle du dispositif IDEMO et on va commencer par vous donner une notion de contexte. Alors on parle souvent des programmes d'investissement et d'avenir. Effectivement, le PIA 4 a été lancé cette année en écho au plan de relance France Relance, qui est un plan de 100 milliards. Et 11 milliards sont dédiés à la loi de programmation de la R&D et impliqués dans l'innovation structurelle. Donc, ces 11 milliards-là sont dédiés à ces appels à projets et dont le IDEMO, pour lequel, d'ici 2022, 1 milliard pourra être dépensé. Donc, on est dans une logique de simplification dans le cadre de France Relance. Et donc, IDEMO fait suite au dispositif PSPC que certains d'entre vous peut-être connaissaient déjà, qui étaient des projets structurants pour la compétitivité. L'idée, c'est d'avoir la volonté de soutenir, donc l'État soutient les projets structurants de la R&D et de l'innovation, des projets matures qu'on souhaite accélérer vers le marché. Donc, on favorise le développement d'entreprises, donc d'industries sur des marchés porteurs, avec des fortes retombées pour notre économie au-delà du territoire, effectivement, les économies au niveau international également. Et le dernier point, IDEMO, dans la philosophie de PIA 4, l'État, les autorités souhaitent favoriser des projets en lien avec la transition énergétique, écologique et numérique. Donc, il y a une notion d'éco-conditionnalité qui est incontournable et qui est un critère indispensable quand on souhaite déposer des projets en réponse à l'appel à projet IDEMO. Et donc, Marie, si tu plais, tu peux passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Justement, je pense, Pascal, c'est important de parler des particularités par rapport au PSPC, puisque c'est en fait on est dans une période de transition, donc ça c'est intéressant de découvrir les différences. Et oui, absolument. Et donc, on a des particularités qui sont très intéressantes. Le PSPC était un processus très complexe dans le temps, qui pouvait durer de 12 à 13 mois. L'idée, c'est de raccourcir vraiment le temps et d'avoir une logique de simplification tant au niveau du formalisme du dossier que dans l'aspect d'évaluation sur lequel on reviendra plus tard. Donc, IDEMO, encore une fois, et je pense que c'est important d'être redondant aujourd'hui, il faut garder en tête qu'on souhaite porter des projets qui, avant tout, n'auront jamais d'impact négatif sur l'environnement.
Donc, encore une fois, la transition énergétique, écologique et numérique sont des critères vraiment indispensables quand on réfléchit à cet appel à projet. Et la nouveauté par rapport au PSPC, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on peut avoir des projets portés en individuel ou en collaboration. Le PSPC était uniquement collaboratif. Le plafond d'aide est majoré de 10% par rapport à l'instrument PSPC. Donc ça aussi, ce n'est pas négligeable et on reviendra aussi plus tard sur les modalités de support de l'aide que votre projet peut bénéficier. Et ensuite, la nouveauté aussi, c'est qu'on peut s'associer à des collectivités locales qui peuvent être partenaires de projets. On n'oublie pas les académiques, c'est toujours le cas, hein. Mais ça peut être aussi un atout pour vous si vous avez besoin des collectivités locales afin de déployer votre projet. Et dernier point, il y a le IDEMO standard. On ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais sachez aussi que le IDEMO Europe remplace le PSPC qui était associé aux projets européens type Excel, donc des projets très électroniques, ou des programmes Eureka pour ceux qui connaissent ce programme-là. Donc, le process restera le même, sauf que c'est IDEMO qui remplace le PSPC. Tout à fait. Oui, du coup, Pascal, par rapport aux opérateurs, donc qui sont les principaux opérateurs qui gèrent aujourd'hui le dispositif au niveau national? Alors oui, Marie, le principal opérateur reste BPI France. Évidemment, quand il s'agira de thématiques qui sont plus empreintes aux activités de certains guichets comme l'ADEME et ou France Agrimaire, ils pourront intervenir dans l'évaluation du dossier, mais la BPI, c'est l'interlocuteur principal. Dans la phase, le process d'évaluation, la sélection des projets sera assurée, comme c'était le cas dans le PSPC, par un copil qui inclura les ministères concernés et évidemment le secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, qui, lui, délivre son avis auprès du Premier ministre pour la décision d'attribution de l'aide. Et donc, la réception de l'aide du Premier ministre est un bon pour financement. Dernier point, et c'est lié à des discussions qu'on a pu avoir avec la BPI, il est possible que dans les semaines à venir, on puisse décliner le IDEMO, qui est pour le moment asectoriel, sur des IDEMO thématiques et notamment dans les semaines à venir, un potentiel sur des activités plus liées à l'agriculture. Donc ça, c'est une possibilité qu'on surveille évidemment. Ce qui veut dire aussi, Pascal, que s'il y a une ouverture dans le cadre de domaine de l'agriculture, il y aura certainement d'autres thématiques qui seront ouvertes dans le futur, à savoir qu'aujourd'hui, tu l'as présenté tout à l'heure, donc le dispositif est ouvert pour l'instant jusqu'au mois de mai en 2022. J'ose espérer que en étant le remplaçant du PSPC, on aura l'opportunité d'avoir un peu plus d'opportunités, même au-delà de cette date. Pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est quelque chose qui est intéressant à souligner. Oui, on surveille ça de près, évidemment. Et du coup, ça nous permet de passer dans le vif du sujet. Et donc, du coup, Marie, est-ce que tu peux nous décrire en détail le dispositif IDEMO lancé depuis mai 2000 de cette année? Oui, très bien. En effet, l'IDEMO, donc, les premiers projets ont débuté cet été. Avant tout, le premier point qu'il faut savoir, c'est cette opportunité couvre les projets de R&D. Nous le savons, Pascal l'a présenté tout à l'heure, ça fait partie du plan de relance. Donc, une partie du budget est pris dans le cadre du plan de relance. Par contre, nous, on est bien dans le cadre en fait de projets de R&D. Ça, c'est très important. On parle aussi de TRL, donc Technology Readiness Level, la maturité technologique en français, qui va de 4 à 6, qui commence en fait donc de 4 à 6. Donc, un projet IDEMO doit s'appuyer sur du préexistant, de la technologie préexistante à TRL 4, c'est-à-dire donc on doit être au moins au niveau d'une maturité post-laboratoire. Donc, on a du proof of concept, des preuves de concept
à minima, qu'on souhaite industrialiser. Alors, c'est vrai que le cahier des charges mentionne même après jusqu'à TRL9. Comme vous le savez, TRL9, c'est la mise sur le marché. On le sait très bien. La BPI suggère plutôt de s'arrêter un peu plus avant pour justement avoir toujours cette notion de prise de risque liée à l'innovation, puisque quand vous êtes sur le marché, votre produit est terminé. Donc, il existe très peu de financement pour financer un produit totalement mature. Donc, innovation de rupture, c'est important. On n'est pas dans des projets d'adaptation d'une technologie à un secteur d'application particulière. On est dans un projet qui nécessite quand même en fait de l'innovation assez forte et donc qui permet d'apporter des solutions concrètes à travers des démonstrateurs ou des pilotes sur le marché à la fin du projet. Donc Pascal l'a présenté tout à l'heure, donc on peut avoir des projets individuels ou collaboratifs et tout type d'organisation peut participer dans le cadre d'un projet AIDEMO. Ça, ce sont les premiers points, je dirais la base qui constitue ce type de projet. Ensuite, une fois qu'on a donc cette base technologique, cette base R&D, bien entendu, il est important avant tout de penser au retour sur investissement de l'État qui finance donc ce projet-là. Votre projet sera financé, mais bien entendu, l'intérêt pour l'État, c'est de pouvoir générer des emplois, de pouvoir contribuer en fait à la transition écologique, énergétique et ou numérique, comme nous l'avons présenté tout à l'heure, et surtout d'avoir les retombées sur la filière. Et c'est en ce sens en fait que les projets collaboratifs sont en général poussés par la BPI pour s'assurer que les retombées ne sont pas uniquement que pour une entreprise, mais que le projet est à même de décliner en fait l'ensemble de ces retombées tout au long de la chaîne de valeur qui constitue une filière donnée. Alors bien entendu, si vous allez tout seul dans votre projet, que vous êtes capable de démontrer qu'en développant votre propre projet, vous allez impacter l'ensemble de la filière, c'est tout à fait possible. Et on a eu des projets de ce type-là qui ont été bien considérés et qui sont en cours, mais et qui sont en fait tout à fait dans la logique des projets AIDEMO. Ensuite, bien entendu, le dernier point, je dirais, de cette partie, ce sont les impacts économiques. Les impacts, en fait, pas qu'économiques, mais vraiment les impacts assez forts du projet. À la fin, donc, quand vous aurez votre démonstrateur, vous aurez votre pilote, il faudra quantifier et démontrer que vous ou le consortium, vous êtes capable de garantir l'obtention des résultats que vous avez écrits sur le papier lors du montage. Ça, c'est très important parce qu'il s'agit d'un projet avant tout industriel. Donc, ça veut dire que, étant donné qu'on est dans le cadre du plan de relance, on a toujours cet aspect de retour à l'époque d'avant Covid, bien entendu, mais aussi de réindustrialiser donc la France, de permettre en fait, grâce à l'innovation, d'aller encore plus loin. Donc le plus loin, ça se démontre en fait, il ne suffit pas de dire, bah, écoutez, bah, on va réduire de 20% la consommation énergétique, très bien, mais comment et quelles sont les étapes en fait qui vont mener vers ça. Donc c'est en ça que AIDEMO aujourd'hui est un sujet qui est très industriel, c'est vrai, mais qui nécessite de l'innovation et de fort impact au bout. Donc ensuite, en termes de typologie de projet attendu, donc vous l'avez compris, on a deux types de projets, projet collaboratif ou projet individuel. Alors la différence, c'est au niveau du budget et bien sûr du nombre de partenaires. Les projets collaboratifs doivent avoir un minima 4 000 budget, alors qu'un projet individuel, vous pouvez avoir un budget de 2 millions. Alors, le nombre de partenaires a été restreint dans le cadre de cet appel à projet à 6 maximum, avec au moins une PME ou ETI. Donc là, c'est une logique de promotion en fait des PME ou ETI, on le sait très bien, qui représentent plus de 80% de l'innovation en Europe. Donc, c'est aussi important de préciser que toute entreprise peut soumettre un dossier AIDEMO dans la mesure où l'entreprise est immatriculée en France et que les travaux soient réalisés en France.
nous avons aujourd'hui accompagné plusieurs grands groupes à l'international, du coup, qui disposent d'effectifs R&D en France et qui sont tout à fait éligibles dans ce type de projet. Par la même occasion, bien entendu, des startups, des PME qui sont capables de mener ce type de projet, qui ont une assise financière assez solide, peuvent aussi tout à fait, bien entendu, piloter ce type de projet. Donc, la durée de 2 à 3 ans, on parle de recherche industrielle et de développement expérimental. Donc, la différence, parce que j'anticipe un peu les questions, on nous pose assez souvent, Marie, c'est quoi la différence entre recherche industrielle et développement expérimental? Je dirais, plus simplement, la recherche industrielle, en fait, est plutôt ATRL, donc dans le périmètre des démos 4-5, donc on démarre à ce niveau de TRL, Technology Readiness Level, donc de maturité technologique plutôt bas. C'est donc, par contre, les développements expérimentaux, ce sont les technologies qui sont déjà plus matures en termes de fonctionnalité, en termes d'adaptation par rapport en fait à un secteur donné, et que il suffirait, bon, le terme peut être pas bien placé, mais ce qui est important dans le développement expérimental, c'est que vous avez une technologie très mature et vous devez finaliser en fait les derniers développements pour pouvoir l'utiliser dans le cadre d'un usage particulier. Donc ça, ce sont les deux niveaux qu'on peut identifier dans ce type de projet. Et enfin, je l'ai expliqué tout à l'heure, le niveau de maturité préexistant, donc c'est important. On ne part pas de rien. On ne part pas d'une idée aussi innovante soit-elle. On doit partir en fait au moins d'une preuve de concept que vous avez déjà aujourd'hui pour pouvoir aller vers la commercialisation. Alors ça, c'est sur les projets attendus. Pascal, est-ce que tu pourrais parler du coup du taux en fait d'aide par rapport à ce type de projet? Et oui, absolument. Alors ça, c'est le nerf de la guerre, c'est comment on va être supporté par le financeur. Donc, on a indiqué, Marie, tu viens de le préciser, la recherche industrielle, la recherche développement expérimental. Donc, en fonction de la nature, de la taille de l'entreprise, on ne va pas être aidé de la même façon et pas de la même façon sur la typologie des activités. Et effectivement, on voit rapidement, sans rentrer dans les détails, que si le projet est collaboratif, on a une incitation sur le taux d'aide. Donc, les pourcentages, effectivement, fluctuent entre 25%, par exemple, si on est un grand groupe ETI sur du développement expérimental, et monte à 40% si c'est collaboratif. Ensuite, comme on le disait, la possibilité d'avoir des partenaires publics est toujours possible. Donc, les organismes de recherche sont évidemment les bienvenus, tout en gardant dans l'idée qu'on est effectivement 6 partenaires maximum. Et puis, ils peuvent avoir le choix d'avoir une aide sur les coûts marginaux complets, ou 100% des coûts marginaux, et 50% des coûts complets. Ça, c'est un choix qui se fait effectivement en discussion avec eux. Et les collectivités locales qui, elles, sont aidées à hauteur de 50% des coûts complets. Ce qui est important de signaler, c'est on parle toujours des dépenses éligibles. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Donc, évidemment, ce n'est pas une liste à la Prévert, mais ça permet d'avoir une idée de ce qu'on peut effectivement inclure dans le budget. Donc, effectivement, les salaires internes, donc le personnel qui sera dédié au projet, les équipements et leur amortissement principalement sur la durée du projet, et puis tout ce qui va être effectivement les déplacements, les consommables et la possibilité de refacturer en interne, notamment auprès de filiales, par exemple. Et on a souligné la sous-traitance. Alors, la notion de sous-traitance est effectivement importante, ça ne doit pas être critique pour la réalisation du projet, mais elle est capée à 30% maximum du budget total. Donc, de préciser, et ça c'est important, la date de début d'éligibilité qui est bornée au dépôt du dossier complet. On reviendra plus tard sur le processus de sélection. Et Marie, si tu peux peut-être passer à la slide suivante pour finir sur cet aspect-là. Donc, le taux d'aide, c'est une chose, mais comment il est opéré? Alors, effectivement, sur des projets qui sont, sur des activités qui sont principalement en recherche, on est sur du 75% de subvention et le reste en avance récupérable ou remboursable. Et sur ce qu'on a décrit plus tôt, sur les aspects de développement expérimental, on va être principalement sur 60% de subvention, donc ça baisse en intensité de subvention,
et le reste en avance remboursable. Ce que je souligne, Pascal, en fait, c'est que c'est l'un des instruments de financement aujourd'hui qui reste sur de la subvention, puisque je suis certain que beaucoup de nos participants aujourd'hui ont entendu parler d'avance remboursable. Donc, l'une des spécificités d'IDEMO, c'est que c'est un dispositif qui permet aujourd'hui encore de bénéficier de subventions pour la R&D. Absolument. Alors peut-être on peut rebondir maintenant sur un projet, comment il peut être sélectionné et quels sont ses critères de sélection. Est-ce que tu peux définir quels sont les points de vigilance et importants qui souhaitent être financés? En fait, c'est un résumé de ce que nous avons présenté tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que avant tout, comme vous le savez, on va vendre du papier. Hein, c'est ça en fait, c'est que, la BPI n'a pas l'occasion de voir en fait ce que vous avez développé en interne, et on est en devoir de se projeter dans les 3 ans à venir pour pouvoir montrer effectivement sur le papier quels seront les démonstrateurs et quelles seront les fonctionnalités que nous envisageons, avec quels impacts. Donc, par rapport à ça, c'est la manière en fait qui importe dans le dossier. Il est très important de garantir à travers le dossier que vous allez déposer, d'abord la capacité technique et financière de l'entreprise ou du consortium à garantir la réalisation du projet jusqu'au bout. Donc j'entends par là donc les fonds propres, bien entendu, pour le porteur du projet, et aussi les compétences techniques et managériales de l'entreprise et du consortium pour garantir que au bout du projet, vous avez les moyens d'aller réaliser le démonstrateur final qui est prévu dans le cadre de votre projet. Ensuite, le caractère stratégique national du projet. Encore une fois, nous sommes sur du financement public. Ça veut dire que les retours sur investissement, comme je l'avais présenté tout à l'heure, de l'État, va porter sur la création d'emplois, ça c'est très important, et aussi vers les critères qui contribuent à la transition écologique, énergétique et ou numérique. Donc, ce sont des critères très forts aujourd'hui qu'il ne suffit pas de quantifier. Bon, déjà, la quantification, c'est le minimum, mais surtout de démontrer comment vous allez parvenir. Et ça, en fait, je fais un petit rebond, mais c'est aussi valable dans tous les projets, tous les dispositifs, y compris en Europe, sur le financement de la R&D. Donc aujourd'hui, ayez bien en tête que la démonstration des impacts, c'est l'élément clé dans ce type de compétition, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une compétition. Donc, vous pouvez avoir le meilleur projet, c'est très bien, mais en face, vous avez des compétiteurs, en fait, des concurrents qui, eux aussi, vont répondre à l'appel à projet. Donc, comme on ne peut pas financer tout le monde, ce qui sortira du lot, c'est le projet qui sera unique, qui sera différent, mais qui apportera la garantie totale de la réalisation de ces objectifs. Donc, par rapport à ça, Pascal, ce que je te propose, c'est de parler du processus de sélection et, bien entendu, pour chaque étape, comment Emine se propose en fait d'aider, d'accompagner nos clients. Oui, absolument. Je pense que c'est important de donner un peu les clés en termes de processus d'évaluation qui se veut plus court que le PSPC. Et puis, je vais essayer de rester synthétique parce qu'on a un retour d'expérience sur nos premiers dépôts et Marie pourra abonder et alimenter ce retour d'expérience. Mais pour faire très simple, en fait, il y a le phasage se passe toujours sur un calendrier qui est connu. Donc, dans le cahier des charges, il y a toujours les dates de dépôt, de pré-dépôt des dossiers qui se fait toujours 15 jours avant une audition qui conditionne la poursuite de l'évaluation. Donc, cette étape d'audition, elle est primordiale pour passer le cut et justement rentrer dans la préparation d'un dossier complet qui passera ensuite en instruction approfondie et qui mènera à la décision sur avis favorable du SGPI du Premier ministre pour conventionner et donc commencer le projet avec un financement évidemment à la clé, donc dans un délai de 9 mois maximum. Donc la BPI, effectivement, souhaite raccourcir le temps d'instruction. Et donc, oui, effectivement, on intervient sur tous les sujets. Donc, dans la préparation à l'audition, sur la préparation de l'annexe 4, donc du PowerPoint, et évidemment,
dans le coaching de l'audition où on peut vous entraîner à préparer effectivement, comme vous allez passer sur le grill avec la BPI et les experts sur votre projet, on peut vous préparer à ça. Et effectivement, plus tard, finaliser ensemble le dossier et puis répondre aux questions-réponses des experts qui ont attrait au dossier pour finaliser cette instruction approfondie et in fine avoir la validation du SGPI. Donc, je vais m'arrêter là pour le support aiming. De toute façon, les slides seront communiqués à la fin de ce webinaire. Et maintenant, peut-être, on va passer un peu de temps sur notre retour d'expérience. Je pense que c'est important de pouvoir partager ça. Et Marie, effectivement, est le mieux placée pour prendre le relais là-dessus. Je te laisse la parole, Marie. Merci Pascal, donc tu connais aussi bien que moi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors sur le dossier, donc c'est une procédure en fait spécifique, hein, puisque ça commence par une première partie qui est l'audition. Donc l'audition, avec des dates précisées comme Pascal l'indiquait tout à l'heure. Donc vous allez devoir présenter votre projet selon un plan type sous format PowerPoint. J'y reviendrai tout à l'heure dans le détail en fait sur cette audition-là. Et ensuite, à l'issue de l'audition, qui fait office de filtre, en fait, de premier filtre, si le projet est sélectionné, donc si le projet arrive à convaincre le comité de pilotage, vous allez passer en instruction approfondie et donc de préparer le dossier complet et vous aurez donc 2 mois pour préparer le dossier final. Donc par rapport à ça, vous voyez hein, le nombre les différents types de documents à fournir, donc un document texte, etc. Donc je ne vais pas détailler aujourd'hui chaque document, mais sachez que dans l'instruction approfondie, donc vous devez fournir aussi des documents administratifs, des documents sur la finance de votre entreprise, de l'ensemble des partenaires et bien entendu d'un budget plus détaillé. Alors, par rapport au projet que nous avons eu l'occasion d'accompagner jusqu'à maintenant, l'audition se passe sur un délai de 20 minutes donc de présentation plus 20 minutes de questions en une seule fois. C'est-à-dire qu'en fait, vous présentez pendant 20 minutes, on ne vous interrompt pas, vous avez des experts en face, de l'ADEME, de la BPI, enfin différents experts qui vont vous poser des questions par rapport à votre projet, par rapport aux objectifs, aux impacts et la manière dont vous allez y arriver. Donc le focus portera sur ça. Donc avant tout, pensez bien à la contribution à la transition écologique, énergétique et au numérique, c'est très important. Ensuite, l'innovation, pour moi, c'est toujours ça, enfin le cœur en fait technologique du projet doit vous permettre de vous différencier par rapport à la concurrence. Si vous n'avez pas ce point de différenciation, ça va être très compliqué de continuer les étapes d'après de l'IDEMO. Ensuite, bien entendu, vous devriez décrire les démonstrateurs, les fonctionnalités, les cas d'usage surtout qui sont prévus et bien entendu la nature des activités R&D. Ça, c'est pour l'audition. Ensuite, pour le dossier complet, donc vous recevez à l'issue de l'audition un go-no-go de la part du comité des pilotages. Là, vous devez détailler davantage en fait un certain nombre de points comme les verrous technologiques, la mise en avant de l'innovation, les cas d'usage encore une fois, mais cette fois-ci dans un document texte, hein, Word par exemple. Et surtout, donc, pensez bien à quantifier vos objectifs, à décrire les liens entre les différentes tâches, donc la mise en cohérence des moyens techniques mis en œuvre en fait, tels que les lots, tâches, jalons, etc. Les différents KPI en fait, que ce soit au niveau environnementaux, c'est-à-dire que quand vous dites je vais réduire de 20% la consommation énergétique ou les émissions CO2, très bien, mais de quelle manière? Comment garantir cela? Est-ce que c'est cohérent avec votre structure de lot, de tâches, de jalons? Donc, c'est vraiment cette cohérence-là qu'on va rechercher dans le cadre du dossier complet. Et bien entendu, si vous êtes en mode collaboratif, la complémentarité des partenaires. Alors, ça se déroule en fait sous la... vous aurez un interlocuteur dédié de la part du comité de pilotage qui va en fait interagir avec vous pendant ces 2 mois,
qui va vous permettre effectivement d'améliorer votre contenu et de soumettre au final un dossier complet présentant l'ensemble des points demandés. Il est avant tout important de répondre bien entendu aux questions aussi de l'audit pour pouvoir finaliser votre dossier. Donc ça, ce sont les points les plus importants aujourd'hui qu'on a identifiés. Ce qui fait la particularité de ce dispositif, encore une fois, c'est une fois de plus, c'est orienté R&D. C'est ouvert à tout, pour l'instant, hein, ouvert à toutes sortes de thématiques. Donc, que vous soyez dans l'agroalimentaire, dans la microélectronique, dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, télécoms, peu importe en fait. À partir du moment où vous avez un démonstrateur et de l'innovation associée avec de forts impacts environnementaux, énergétiques ou dans le cadre de la transition numérique, vous pouvez postuler dans le cadre de ce projet. Ce qui fait aujourd'hui en fait une opportunité très intéressante parce qu'encore une fois, je le rappelle, vous avez de la subvention au bout en fonction de la typologie des projets. Le taux va changer certes, mais ça reste un instrument qui est très intéressant puisque ça vous permet de capter au moins en partie de la subvention pour votre innovation et donc ça va dérisquer votre projet d'innovation. C'est par définition l'objet de ces financements-là et avec des procédures en fait bien précises et qui vous permet de ne pas en fait passer trop de temps si jamais votre projet n'est pas éligible. Au bout de l'audition, vous le saurez. Et par contre, si votre projet est éligible, vous aurez 2 mois pour affiner et donc déposer le dossier complet. Donc pour moi, c'est en 19 ans, j'ai connu beaucoup de dispositifs en France. IDEMO aujourd'hui est un dispositif assez souple, encore une fois pour l'instant, j'espère que ça va aller dans ce sens, et qui permet aujourd'hui réellement de financer les projets industriels. J'insiste beaucoup dessus, ça ne veut pas dire que les académiques ne peuvent pas participer, si, mais avant tout, il faut penser aux projets industriels qui ont une visée marché, une visée impact assez forte. Pascal, je pense qu'on a fait le tour. Là, on est au bout de la demi-heure en fait qu'on s'était dit par rapport à la présentation. Je m'adresse à Delphine, Et si voilà, du coup par merci rapport aux beaucoup. questions qu'on a eues. Alors, peut-être que tu peux passer la slide suivante qui est la partie questions. Je vous rappelle que Voilà. déjà, je vais vous remercier Pascal et Marie pour la qualité de votre intervention. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez les poser par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Et j'ai déjà une première question qui vient d'être posée. Voilà. Quand peut-on démarrer le projet? Doit-on attendre la décision finale? Peut-être c'est une question que je peux poser à Marie. Oui, c'est une très bonne question. Donc, la date d'éligibilité des projets sera la date en fait du dépôt complet. Alors, ce que j'entends par là, c'est que avant le dépôt du dossier complet, les coûts ne seront pas éligibles. Vous pouvez bien entendu démarrer le projet, mais les coûts ne seront pas éligibles. Par contre, à partir du moment où vous avez déposé le dossier complet, et à partir de là, bien entendu, sous réserve que le projet soit sélectionné par la suite, mais les coûts sont éligibles et donc vous pouvez revenir sur les coûts à partir de la date de dépôt du dossier complet. J'insiste beaucoup sur le dossier complet et non pas l'audition en fait. Voilà. Merci beaucoup Marie. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Ces subventions sont-elles compatibles avec le CIR? Encore une question pour Marie. Bien sûr. Alors là, on parle de projet R&D, donc de par sa nature, le projet est éligible au crédit d'impôt recherche. Donc, bien entendu, et heureusement, donc, ce sont des projets complètement compatibles avec le crédit d'impôt recherche, avec les mécanismes en fait que vous connaissez, et qui permet d'optimiser dans tous les cas. Alors c'est une question aussi donc qu'on nous pose assez souvent et qui est liée certainement à la question de notre participant, c'est que parfois les entreprises craignent de monter des projets puisqu'il y a de la subvention, parce que vous savez que les subventions, les aides en fait, doivent être déduites de l'assiette du crédit d'impôt recherche. Et donc ça fait peur en disant finalement je vais plutôt préférer faire du CIR, ça me sécurise davantage, c'est plus facile à gérer. Moi, je vous dis très sincèrement, et nous, on a la chance chez EMIN d'avoir en fait des experts
en fiscalité, en CIR et en innovation. Et je peux vous dire que dans tous les cas, vous êtes gagnant en combinant les deux. Et c'est vraiment le message que je souhaite porter aujourd'hui. En faisant un projet R&D tel que IDEMO ou d'autres, hein, vous allez de toute manière gagner en faisant le CIR, puisque c'est compatible. Et je vous encourage vraiment à avoir en fait et à mettre en œuvre les deux dispositifs qui sont faits vraiment pour vous aider et à générer en fait, enfin moi je répète toujours, le but n'est pas le financement en tant que tel, c'est ce qui va arriver après. Et qu'est-ce qui va arriver après? C'est la croissance de l'entreprise, création d'emplois, c'est votre image en fait au sein de votre filière. C'est vraiment stratégiquement utiliser le financement de l'innovation dans sa globalité en vue de l'utiliser comme un levier dans votre stratégie d'innovation pour la performance de votre entreprise. Et je viens de citer en fait la phrase qui caractérise Emin dans notre accompagnement. C'est sur ces points-là où je vous encourage vraiment à investir aujourd'hui si jamais ce n'est pas encore le cas. Merci Marie. J'ai une autre question qui vient d'arriver. J'ai une autre question qui vient d'arriver. L'aide est-elle prise en charge à 100% pour le projet? Sinon, faut-il démontrer que l'entreprise a la capacité de cofinancer le reste? Je vais peut-être laisser à Pascal de répondre sur cette partie. Alors, comme on l'a dit, l'État ne va pas prendre en charge à 100% le coût projet. Donc, on a bien décrit en fait deux types d'activités qui correspondent à des sujets très amont, très recherche, et des sujets très aval, en fait, développement expérimental pour l'industrialisation et la commercialisation. Et auquel cas, effectivement, ces taux d'aide vont évoluer en fonction du type de société, sachant qu'effectivement, plus on est vers le grand groupe, et moins on va avoir une intensité d'aide forte. Donc, effectivement, 100% c'est non. Et oui, la notion de cofinancement est importante parce que la part qui sera dépensée, qui n'est pas couverte par le financement pour le partenaire et pour les partenaires du projet, doit être cofinancée par l'entreprise. Donc, effectivement, il y a aussi la notion, et ça c'est toujours important sur les dispositifs français, de fonds propres. Et donc, il faut savoir que pour 1 euro de fonds propres, vous pouvez avoir 1 euro de financement. C'est en général ce qui se dit. Donc, vous devez avoir effectivement cette part de cofinancement et d'une certaine solidité financière pour présenter un projet ambitieux. Merci Pascal. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Vous parlez de projets industriels. Les projets autour du développement de plateformes numériques ne sont-elles pas concernés? Quelqu'un souhaite répondre à cette question? Oui, je vais répondre. C'est très intéressant comme question, bien entendu. Bien sûr, quand je parlais de projets industriels, c'est des projets donc initiés par par des industriels. Donc, bien entendu, si le projet est initié par une PME, une ETI ou une grande entreprise et que ça concerne le développement de plateformes numériques, bien entendu, si on rentre dans le cadre de la transition numérique. Donc, je pense que c'est dans ce sens que notre participant voulait poser la question. Et bien, tout à fait, ça peut être un projet éligible dans le cadre d'IDEMO. Le plus important, c'est de connaître le contenu en fait. Quel est le contenu de ce projet-là? Est-ce qu'on parle bien d'innovation? Est-ce qu'on parle bien d'une technologie qui a été développée à partir de technologies existantes? Et quels en seraient les impacts en fait plus tard? Et quel est le livrable en fait que vous allez vendre à l'État dans le cadre de ce projet? Et si vous répondez en fait, et si vous cochez les cases de ce qu'on a présenté aujourd'hui, vous pouvez tout à fait présenter un projet de ce type. Tout dépend du contenu. Marie, pour revenir à cette question, à la réponse que tu viens de faire, notre participant nous demande s'il faut être une entreprise industrielle alors. Pour être leader de projet, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si déjà en fait ce qu'entend la personne par entreprise industrielle. Donc quand je parle d'entreprise industrielle, j'intègre dedans donc les startups, PME, les ETI, les grandes entreprises.
Donc, évidemment, c'est un projet aujourd'hui donc de recherche industrielle et de développement expérimental. Donc, c'est encore plus loin que la recherche industrielle. Et c'est en ce sens où, si vous êtes une association, par exemple, ou un laboratoire de recherche, ce ne sont pas les projets prioritaires, en fait, si le projet est initié aujourd'hui et piloté par ce type d'acteurs non industriels. On est quand même sur des démonstrateurs, hein, sur des pilotes industriels. Donc, c'est en ce sens où je parlais de projets plutôt initiés par des PME avec une forte participation et contribution de PME, de TI et de grandes entreprises, plutôt que des acteurs académiques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la personne. Je pense que tu as très bien répondu. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Une fois le projet sélectionné, est-ce que nous avons la garantie que la convention sera rapidement signée par la BPI ou il y a des délais plus ou moins longs? Alors ça, je vais peut-être donner à Pascal qui nous a présenté le processus tout à l'heure. Donc, alors, dans la théorie, alors encore une fois, on vient d'avoir les premiers projets. Hein, donc, Pascal, je te laisse la main dessus. Alors effectivement, c'est une question importante. La phase de conventionnement, autrement dit, à partir du moment où on reçoit l'invitation pour le financement, on a 3 mois pour signer une convention et qui est vraiment une discussion avec, comme on pourrait l'avoir avec un banquier, sur, par exemple, les milestones, donc les succès commerciaux et techniques qui vont conditionner la convention, et donc sur la partie avance remboursable, notamment, quels vont être les jalons de remboursement de cette avance. Et c'est vrai que si on est dans un projet porté par simplement une entreprise, effectivement, la discussion peut être fortement raccourcie. Et encore une fois, il faut qu'on ait aussi un retour d'expérience là-dessus. En tout cas, nous, sur les PSPC, on n'avait pas encore ce sujet-là de monoporteur, puisque c'était des projets qui étaient souvent uniquement en collaboration. Mais à partir du moment où on est dans une convention, il y a plusieurs intérêts industriels. Effectivement, il peut y avoir un sujet de conventionnement qui peut prendre un peu plus de temps. Dans tous les cas, en worst case, c'est 3 mois. Et ça, c'est une obligation de signer cette convention avant ces 3 mois-là. Donc, effectivement, tout dépend on va dire, du niveau de relation que vous avez avec vos partenaires, par exemple. Merci beaucoup, Pascal. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Y a-t-il une durée minimum, maximum pour la réalisation du projet? Qui souhaite répondre à cette question? Pascal, Marie? Oui, je vais répondre. La durée minimale, en fait, est de 2 ans. C'est-à-dire qu'en fait, vu que vous avez un budget, alors si vous y allez seul, de 2 millions, et sinon en collaboratif, un budget minimum de 4 millions d'euros, c'est vrai qu'en moins de 2 ans, c'est assez compliqué pour même si partenaire d'avoir ce type de budget. Donc en général, on est entre 2 et 3 ans, et c'est d'ailleurs ce qui est préconisé dans le cadre en fait du cahier des charges, d'avoir un projet en fait entre 2 et 3 ans. Donc à partir du moment où vous lancez hein, le kick-off, en fait, le début du projet de manière effective. Merci beaucoup. Alors, peut-on aller chercher d'autres dispositifs d'aide en complément des aides régionales, par exemple? Qui souhaite Pascal, répondre à cette je te question, laisse Pascal? peut-être répondre. Oui, c'est une excellente question. Ça me permet de dire la chose suivante. Effectivement, on peut avoir un complément de financement à partir du moment où on n'est pas dans un financement double de la part du guichet qui ne va pas aimer financer 2 fois la même chose. Donc ça, c'est important de le signaler. Mais les dispositifs d'aide en complément, j'ai parlé au tout début de IDEMO Europe, c'est un exemple, notamment sur les projets électroniques, où c'est des cofinancements nationaux et européens. Et le complément de financement qui vient de l'Europe peut être apporté par la France. Et auquel cas, IDEMO Europe s'y prête parfaitement. Et là, on a tout à fait le droit de représenter, somme toute, les mêmes dépenses. En revanche, si vous souhaitez avoir une aide complémentaire via des aides régionales sur par exemple, des pays à 4 régions, filières, etc., il faut être vigilant sur le périmètre des activités Exactement. les mêmes que celles que vous présentez sur le IDEMO. Voilà.
C'est important, hein, je rajouterais juste, parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui se sont rajoutées. C'est important, hein, de ne pas présenter exactement le même projet à deux guichets, puisque là, en fait, c'est interdit aujourd'hui. Enfin, sauf effectivement des cofinancements vraiment dédiés au niveau de la région et qui sont présentés tels quels, hein. Donc, je pense notamment à des projets des opportunités de type FEDER. Donc, bon, ce n'est pas aujourd'hui l'objet de la présentation, mais ce sont des dispositifs région qui peuvent dans le cas où la région est intéressée aussi par votre projet, la région peut, et sous certaines conditions, la région peut abonder en fait le financement de votre projet. Mais d'une manière générale, un projet ne peut pas être soumis à deux guichets si vous présentez exactement le même projet. Donc c'est là aussi toute l'ingénierie de projet qui est de décomposer votre projet en différentes parties. C'est la meilleure stratégie aujourd'hui pour pouvoir financer chaque partie à travers un dispositif spécifique. Ça fera peut-être l'objet d'un webinaire plus tard. Merci Pascal et Marie pour la réponse à cette question. J'ai une autre question. Vous savez, on parlait au préalable de la notion de financeur BPI. Ma question était plutôt axée sur sur le financeur. Il a-t-il une obligation de délai? Vous savez, le fait de contractualiser son financement. Par expérience, cette personne a perdu beaucoup de temps avec la BPI. Ouais, Elle a mis je plus vois la d'un an question. pour finaliser. Donc, il y a une obligation de niveau financeur? Alors, Pascal, je ne sais pas enfin, de par ton expérience, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a constaté aussi, alors pas encore dans IDEMO, mais dans d'autres projets, que ce soit avec la BPI ou l'ADEME, parfois effectivement, il y a des retards. Malgré tout, moi, ce que j'ai vu par rapport à la BPI, ça s'est plutôt bien passé. Donc, il y a eu enfin, ces derniers temps en tout cas. Donc, malgré la période Covid, on a eu beaucoup de projets qu'on a déposés. On a été plutôt dans les temps qu'ils avaient indiqués dans le cahier des charges. Donc maintenant, dire est-ce qu'ils ont une obligation effectivement de délai? Le cahier des charges, en fait, est assez précis là-dessus, sur le timing. Donc, au maximum, en fait, hein, Pascal l'a souligné tout à l'heure, donc des 3 mois pour signer le contrat. Maintenant, ça reste le financeur, ça reste l'État. Donc, enfin, j'ai envie de dire, l'idée derrière, c'est de pouvoir aussi argumenter, parce que vous êtes en interaction hein, avec eux tout au long du processus. Donc, moi, ce que je dis en général à nos clients, c'est que si la BPI et l'État veut vraiment votre projet, eh ben, nous aussi, on est en position de force quelque part pour dire, écoutez, je ne peux pas attendre 2 ans, enfin, j'exagère hein, volontairement, pour vous proposer mes résultats. Donc du coup, si vous ne nous financez pas, on n'est pas capable aujourd'hui d'attendre encore un an de plus. Alors je sais que c'est la théorie, mais c'est aussi du gagnant-gagnant. Hein. Donc encore une fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Malgré tout, on peut malheureusement pas les obliger, si vous voulez. Donc à part le seul moyen, si jamais ce cas arrive, c'est d'argumenter sur le fait que les retombées pour la filière risquent en fait de nous pénaliser dans la mesure où le projet va être décalé et que en parallèle les concurrents asiatiques, américains ou dans d'autres pays sont en train de faire votre projet et que donc pour la France on sera en retard. Donc c'est des moyens en fait que nous on propose et bon la proximité avec la BPI nous permet aussi de vous aider en fait dans ce type d'interaction. Bon, malgré tout, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse les obliger à demain à signer si jamais il existe en fait une raison quelconque qui les empêche de signer tout de suite. Mais encore une fois, notre expérience a démontré ces dernières années qu'il y a eu très peu de décalage chez nous. Bon, ça existe, hein, bien entendu, et la personne l'a vécu malheureusement.
Mais voilà, on reste plutôt dans une bonne moyenne en fait au niveau du timing. Tu restes J'ai même eu un optimiste. dossier qui a été. Je suis assez optimiste dans la mesure où on est assez proche de la BPI. Donc du coup, on est en contact avec eux et l'expérience nous a montré qu'il y a eu même des dossiers qui ont reçu leur notification plus tôt que prévu. Donc voilà. D'accord. Merci J'espère tout Marie. simplement que ça va J'espère bien on se a bien passer pour tout répondu le à monde. cette question. Je pense que la personne a tout ce qu'il lui faut et on reste optimiste. C'est ça qu'il faut se dire, quoi, puisqu'on connaît bien la BPI. Exactement, on est Voilà. toujours optimiste et on est là pour ça. Alors, quelle est la date limite pour postuler à IDEMO? Alors, Peut-être Pascal? oui, je veux bien prendre la question. Alors, dans le cahier des charges, vous avez, ce qui est bien avec ce dispositif, c'est que vous savez à l'avance on va dire les deadlines ou les dates de pré-dépôt, les dates d'audition, elles sont vraiment indiquées dans le cahier des charges. La prochaine a lieu le 9 novembre pour le dépôt le pré-dépôt de dossier. Et comme je disais, il faut attendre 15 jours avant d'avoir l'audition et ce sera le 24 novembre la prochaine audition qui conditionne la poursuite de l'évaluation. Et les prochaines deadlines, c'est janvier. Il y a 4 janvier pour le pré-dépôt et donc le 19 pour le dépôt du dossier complet, etc. Et ça en cours jusqu'à mai 2022, sachant que évidemment cet instrument a vocation à être perpétué dans le temps. Donc le message important, c'est il ne faut pas rusher pour déposer un dossier. Il vaut mieux viser une deadline de pré-dépôt un peu plus tard dans l'année, mais en s'assurant qu'on a un dossier bien mature. Maturité, c'est la maturité de montage de dossier et maturité de conception du dossier. Donc la date limite, il y a des deadlines un peu tous les mois, mais il faut choisir la bonne. Voilà le message. Merci beaucoup. Et ce sera la dernière question pour nos deux intervenants du jour. Euh, je pense qu'il y a une dernière question Oui, c'est la dernière que je viens question de que j'allais voir, poser en fait. Delphine. C'est Ah, la pardon, dernière question que j'allais poser. je t'en Ce prie, je sera t'en la prie. dernière question. Les résultats des travaux doivent-ils être disséminés en fin de projet? Est-il possible de breveter des solutions issues de ces travaux? Qui de vous souhaite répondre à cette question? Ben, en fait, je prends la question du coup. Très bien, Marie. Oui, alors je vais commencer par la deuxième. Donc, bien sûr, il est possible de breveter les solutions issues de ces travaux. Il n'y a pas de contre-indication là-dessus, au contraire. Donc, la seule chose, c'est qu'on est dans des terrains élevés. Donc, du coup, pensez bien par rapport à ça, à voir quelle partie de votre projet est brevetable. En tout cas, il n'y a pas de. Enfin, par rapport à ça, en fait, c'est tout à fait faisable. Et puis, au contraire, hein, ça vous permet, en fait, d'avoir aussi une certaine visibilité par rapport à vos brevets et donc de sécuriser aussi votre innovation. Après, sur la dissémination, alors c'est vrai qu'on a l'habitude on parle même d'un lot, d'un package dédié à la dissémination dans les projets européens, par exemple. Alors, ça n'est pas le gros point qui est demandé dans le cadre de ces projets IDEMO. Toutefois, dans la logique en fait d'impacter la filière, il me semble important quand même d'avoir une activité de dissémination pour parler de votre projet, pour promouvoir la création d'emplois indirects, hein, c'est-à-dire que la création d'emplois pas seulement dans le cadre de votre entreprise, mais aussi d'en parler autour de vous pour que vous soyez quelque part la locomotive qui va tirer tout le monde vers le haut. Donc c'est en ce sens où pour moi la dissémination reste de toute manière une tâche importante dans le cadre de ces projets, même si ça n'est pas forcément demandé dans le cahier des charges. Donc nous, de toute manière, dans tous nos projets, on insère toujours une tâche au moins sur la dissémination, mais vraiment pour cette notion de filière, pour cette notion d'impact, pour démontrer que non seulement on va gagner quelques euros pour financer notre projet, mais on va aussi impacter fortement et de manière positive l'ensemble de la filière et bien entendu ce secteur technologique en France. Donc je vous encourage fortement à avoir au moins une tâche de dissémination. C'est ta préconisation, Marie. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de passer. Tu peux me passer au slide suivant, s'il te plaît? Très bien. Voilà, super. Merci beaucoup. Déjà, je vais remercier Pascal et Marie pour la qualité de leur intervention.
Vous pouvez toujours, bien évidemment, nous poser vos questions en utilisant l'email suivant finance-innovation@eming.com et nos experts y répondront. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci Delphine, merci à tous. Merci à tous.